Merci à tous d'être là ce soir. Je voudrais commencer par un petit mot sur Jean-Paul Castagnier parce que c'est le premier à avoir pris le temps d'essayer de faire un document. Là, je l'ai en grand. Un petit livret historique sur le village qui a fondé l'association des ménestrels. Et l'idée de ce soir, c'est vraiment de travailler dans le prolongement de son travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, il voulait assurer la promotion touristique du village. Il se rendait compte qu'il n'avait pas d'outils pour ça. Il a fait des recherches historiques. Et je mets un petit mot là-dessus. Voilà. Et donc, extrêmement utile, mais incomplet parce que, d'une part, il n'était pas historien, et puis il avait peu d'éléments sous la main. Alors, il s'est surtout basé sur la thèse de l'abbé Cadavenne qui a été publiée en 1948. J'ai voulu l'amener, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le nom de l'abbé Brugière, c'est ça? Voilà, je l'ai fait de mémoire. Hein. Donc, qui avait retranscrit les coutumes d'Issy Jacques. Il s'est basé sur la mémoire orale locale. Ça, c'est aussi un élément important. C'est un avantage d'être d'Issy Jacques pour aller piocher certains éléments. Et puis diverses sources sur Internet. Et puis voilà, il reste des améliorations à apporter dans ce livret, on va essayer de le faire, on va essayer de prendre le relais, notamment plus de précisions sur la période gallo-romaine et le haut médiéval. Et ce soir, on va parler du haut médiéval. Ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais pu, quand Sabine a lancé cet cycle de conférences, j'avais très envie d'en faire une sur la période gallo-romaine, parce que j'ai plein d'informations que j'ai pu collecter, mais je voulais les faire recouper davantage par les historiens. Et puis il y a eu un petit événement au mois de décembre, je ne me suis pas présenté vraiment. Mon travail c'est de faire de la mise en page de livres. Et il y a 2 ans j'ai commencé un livre qui est là, sur la cathédrale de Reims. C'est un joli pavé qui pèse son poids. Et en décembre, le livre est paru, et le 8 décembre, Patrick Demouy, qui est un spécialiste de la cathédrale de Reims, c'est le spécialiste de la cathédrale de Reims, qui a dirigé cet ouvrage, organiser une petite visite guidée, privée, pour les gens qui allaient travailler de près ou de loin sur ce livre, et pour la presse, pour faire la promo de la sortie du livre. Et ce jour-là, moi j'y suis allé pour d'autres raisons, très personnelles. Je faisais mon petit pèlerinage de Reims, pour des raisons très privées. Et ce jour-là, il nous a amenés sur la tombe de Clovis. Non, je dis n'importe quoi. Il se peut que je fasse des coquilles comme ça. Pour voir si vous suivez. sur la pierre où était inscrit l'endroit où était baptisé Clovis. C'est pas sa tombe du tout. Il nous a donné il m'a donné un élément extraordinaire. Je lui ai dit attendez, ça me parle. Ça me fait penser à Issy Jacques. Je lui ai expliqué le contexte. Il m'a dit mais c'est tout à fait ça. Donc là, je me suis dit il me manquait un élément qui venait confirmer ce que je vais vous raconter ce soir. Là, je l'ai vu et donc je me suis dit hop, je vais inverser les sujets. C'est un peu embêtant pour moi aujourd'hui parce que je vais devoir vous parler de choses qui sont un peu en dehors des clous, mais je vais essayer de me rattraper aux branches comme je peux. Donc voilà, on passe au petit slide suivant. Issy Jacques, c'est 2 bilans d'histoire. C'est là où j'aurais préféré commencer par la période la plus ancienne. Un probable camp romain lors de la guerre des Gaules. C'est ça que j'ai besoin de vérifier. J'ai quasiment tous les éléments, mais j'ai vu les archéologues, ils m'ont dit il faut qu'on aille voir à Boisse. On a peut-être la clé là-bas, je vous en dis pas plus. On avait, ça c'est sûr, de riches termes gallo-romains jusqu'au IVe siècle. Une cité mérovingienne attestée, on a des tombes mérovingiennes à n'en plus finir. Hein, ce ne sont pas, je vais dire ça aux touristes, ce ne sont pas des tombes norvégiennes. Ce qui était longtemps écrit sur le site du PGB, non, ce sont des tombes mérovingiennes. Une très forte expansion au XIIIe siècle, je vous en parlerai tout à l'heure. Promis. D'importantes destructions lors des guerres. Vous le savez, Jean-Paul avait très bien retranscrit ça, aussi bien dans le Champ Lumière que dans le livret. Une dénaturation partielle lors de la révolution industrielle, je pense à la mise en alignement des maisons. On peut voir certains côtés de la Grande Rue et de la rue de Cardinal où les maisons encorbellement ont disparu. Et un village préservé au XXe siècle. Voilà un peu la trame de l'histoire du village. Et donc, aujourd'hui, la cible elle est là, c'est la cité mérovingienne, arriver à la comprendre.
Oui, alors si je parle pas assez fort, vous me dites, hein. Je vais essayer de monter le son. Je vous promets rien. Si vraiment il n'y a pas besoin, en fait, s'il y a besoin, il y a le micro là. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, paf, la première citation connue d'I.C. Jacques. Toute la clé de cette conférence est là, et on la doit à Sylvie Faravel, enseignante-chercheur à Bordeaux 3, qui vient tous les ans au mois d'avril. Et un jour, elle me dit, savez-vous que la première fois qu'I.C. Jacques a été cité dans un document connu, c'est sur un rouleau des morts. Alors, déjà, rouleau des morts, je me demandais si elle parlait de morts M-A-U-R-E-S ou des morts M-E-R-T-S. Donc, ce sont bien des morts, des cadavres. Et en l'occurrence, là, c'est un mort en particulier, c'est Niofredus, qui est un moine catalan, qui vivait à l'abbaye de Ripoll, qui était le gestionnaire de l'abbaye de Ripoll en 1008, enfin il est décédé en 1008, donc c'est ce qu'il écrit là. Le rouleau des morts, le principe c'est qu'on va écrire l'éloge funèbre de ce personnage sur le rouleau, et on va envoyer un messager qui s'appelle le rotulifère, j'ai du mal à enregistrer le mot. Il va aller d'abbaye en abbaye, en l'occurrence là des abbayes, j'ai un trou, bénédictine. Voilà, merci. Ça ne peut être que bénédictin, puisqu'ici on est sur un territoire bénédictin. C'est marqué là en plus. Hein. Il suffisait que je lise. C'est un comble. Et il reste une chaise là-bas au fond. Après en Canadaise. Alors, cette information a complètement échappé à Jean-Paul. Il n'avait pas d'information, mais parce qu'elle n'était pas dans la thèse de l'abbaye Cadalène, elle était nulle part ailleurs. Il y avait beaucoup d'hypothèses sur le nom d'I.C. Jacques. On a même une plaque qui raconte ça, rue Cédus. Bon, les archéologues m'ont dit Cédus, non. Non, si vous voulez, mais non. Il n'y avait pas de Cédus, de famille Cédus et I.C. Jacques. Donc ça fait partie des choses qu'il faut aller creuser, justement, vérifier. Donc c'est une autre histoire, mais Sylvie Faravel m'a parlé de ce rouleau des morts. J'ai retrouvé ce rouleau, je ne suis pas le seul à l'avoir retrouvé, avec une citation. Donc il y avait, je crois, 40 et quelques citations sur ce rouleau. Alors ces citations, en fait, c'est qu'à chaque fois que le rotulifère s'arrêtait dans une abbaye, l'abbaye posait une inscription qui, d'une certaine façon, montrait qu'il était bien passé à cet endroit-là. Et surtout, c'était l'occasion de se recueillir pour le défunt. Et ça créait du lien entre les différentes abbayes. Ça permettait de créer une sorte d'émissaire qui faisait un peu de diplomatie dans son voyage. Alors celui-ci est parti en août 1008. Il est remonté jusqu'au sud de Limoges, en passant notamment par Figeac. Et il est redescendu en traversant la Dordogne. J'aurais bien aimé vous montrer la carte de son parcours. Elle est dans le livre de Jean Dufour, mais elle n'est pas en ligne. Et le livre vaut une centaine d'euros. Il est quelque part à Paris, je sais où, mais j'ai pas eu le temps de le récupérer. Donc la carte, si on arrive à avoir le droit de la publier un jour, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette ligne-là. Donc Jean Dufour mentionne I.C. Jacques Saint-Félicien. Et on voit la ligne ici, qui est en latin, alors je ne suis pas latiniste, je ne sais pas qui c'est. Donc Saint-Martin, ici, je ne sais pas le prononcer. Je suis dans la prononciation. Lieu dans lequel repose, merci. Le martyr Félicien. Oui. Et le professeur du Christ. Exupérius, Saint-Toulousain, dont la relique est à Toulouse. Et alors c'est extrêmement intéressant de savoir que la relique d'Exupérius, Exupère, qui a donné son nom a priori, d'après ce que j'ai pu lire à la famille Saint-Exupéry, reposait à I.C. Jacques en l'an 1009. Là je dis 1009, on est sans date. SD, ça veut dire sans date. Mais vu le parcours qu'a fait le rotulifère, on suppose que, comme il était vers la fin de son voyage et qu'il est arrivé en avril
Villeneuve, il est revenu à Ripoll en avril 2009, c'est-à-dire il a pile 1009 ans. C'est amusant, on est en avril 2018 et il a fini son voyage en avril 2009. J'ai trouvé l'anecdote sympathique. J'ai bien fait de caler cette date-là. Voilà. Et donc, Exupéranus à Issy-Jacques, Saint-Félicien à Issy-Jacques, dans une église Saint-Martin. Alors, la synthèse de ce que tu veux dire, est-ce que ce moine qui part de Barcelone, ou c'est l'écrit qui est à Barcelone? Non, c'est un rouleau des morts. Donc c'est le rouleau des morts. Avec le rouleau. Oui. Alors c'est un parchemin. Avec donc d'abbaye en abbaye. Il part d'abbaye en abbaye. Alors il a commencé par la Catalogne, côté espagnol. Ensuite, et il signale qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il signale le décès de quelqu'un. C'était voilà. C'est quelque chose qui a commencé dans le nord de la France, une tradition qui a commencé dans le nord de la France au 8e siècle, c'est peu que j'en ai eu. Je ne suis pas spécialiste du tout, hein, j'ai découvert ça. Et pour ce qui est de la Catalogne et donc de Ripoll, la Catalogne a connu son essor justement au début du XIe siècle, et ce rouleau des morts qui date de 1008, qui est parti en 1008, c'est le tout premier d'une série. Donc celui-là fait un parcours relativement modeste de 1700 km quand même, et d'autres rouleaux, il y en a 6 qui sont répertoriés par Jean Dufour. D'accord. On continue. Et à l'intérieur de ce rouleau des morts est signalée une étape à Issy-Jacques. Alors voilà, c'est-à-dire qu'à chaque étape, l'abbaye mettait une mention, alors soit juste une petite mention, là c'est le cas, c'est juste une ligne, soit un texte un peu plus long. Et quand le parchemin était terminé, on cousait un parchemin supplémentaire. Et certains font plusieurs mètres de... D'accord. Donc, entre autres, ça atteste de bénédictins sur Issy-Jacques à cette époque-là. Voilà. Du coup, on sait qu'à Issy-Jacques, on avait une abbaye qui s'appelait, avec une église qui s'appelait Saint-Martin, avec deux saints qui étaient présents, enfin deux reliques, celle de Saint-Félicien, celle de Saint-Exupère. C'est un document extraordinaire, en fait, de savoir qu'en 1008, c'était une étape importante. Alors, là où j'aurais aimé inverser les conférences, c'était pouvoir vous parler pourquoi les termes romains, pourquoi le village mérovingien Issy-Jacques, c'est une autre conférence. Mais c'est une étape logique ici. On est, et ce rouleau apporte une information intéressante, c'est l'étape à Pona et à Trémola. Donc là, c'est une piste extraordinaire parce que les voies roumaines sont relativement méconnues, les voies de circulation sont méconnues, et ce qu'on sait, c'est via la carte de Pottinger, on remonte là, au 3e siècle avant Jésus-Christ, il y avait tout un réseau qui existait. Alors, cette carte, d'après les archéologues d'Aïs, ils adorent cette carte. Ils m'ont dit, nous, on la voit comme une carte militaire qui permet de diffuser un message très rapidement. Avec des distances qui sont quasiment les mêmes, hein. C'est environ 22 lieues qui correspondent à plus ou moins 43-45 km. Issy-Jacques est à 45 km d'Aïs. Pona, quand on regarde, d'ici on est à 37-38 km aujourd'hui, mais il fallait traverser la Dordogne. Et quand on regarde la distance entre Pona et Périgueux, on retrouve ces 45 km. Pona, voilà, c'est pas un village récent, il avait déjà son abbaye au 12e, il existait. Donc tout ça donne de la cohérence sur l'analyse du passé. Donc cette petite ligne-là apporte énormément de choses. Donc, que je viens de vous dire, donc, surtout une note importante, en 2009, Issy-Jacques s'appelait déjà Issy-Jacques. C'était pas la même orthographe, Y-S-I-J-A-C, mais ça veut bien dire Issy-Jacques, et toutes les spéculations qui ont pu y avoir sur le nom d'Issy-Jacques dans la période médiévale, même si ça a été retranscrit parfois sur certains documents de manière un peu approximative, on peut considérer qu'il y a eu des petites variations, mais on est finalement retombé sur le fait Issy-Jacques s'appelle toujours Issy-Jacques, et il y a 1009 ans, ça s'appelait Issy-Jacques. Déjà, ça c'est une information extraordinaire.
Et donc, grande question, quelles sont devenues les reliques? Où était donc cette église? J'ai écrit la suite au prochain épisode. Du coup, je vais vous dire. Hop, non, c'est pas ça. Voilà, on éteint l'ordinateur. Tac. C'est fini. C'est fini pour la projection parce que franchement, le bruit du ventilateur. Hop. J'ai pris beaucoup. La relique d'Exupère, elle est repartie à Toulouse, à l'abbaye de la cathédrale. Je sais pas si j'ai dit quelque chose, Saint-Cernin. Saint-Cernin, c'est une basilique. Une basilique, merci, c'est ça. Il y a énormément de reliques. C'est la deuxième Voilà. basilique qui avait des reliques. Voilà, voilà. Donc, Exupère est reparti, et on prenait la date, sauf erreur de ma part, c'est 1096 ou 1098. Ça colle. Puisque cette basilique a été construite à ce moment-là, et donc si la relique était ici, Jacques, il était normal de la rapatrier sur le lieu de la basilique initiale qu'il avait construite. Donc voilà, il y a eu une montée en puissance de cette basilique, et donc à la fin du XIe, la relique d'Exupère est repartie à Toulouse. Mais elle était ici Jacques avant. Donc ça montre l'importance d'Ici Jacques à ce moment-là. Au XIe siècle. Alors je vous ai préparé une petite carte parce que ça fait moins de bruit que le projecteur et ça fait moins mal aux yeux. Et alors l'idée c'est d'arriver à savoir maintenant où était l'église Saint-Martin. Alors Saint-Félicien, il paraît qu'il reste un bout d'os ici Jacques. Donc il est resté là. Il y a un petit ossuaire, Voilà. reliquaire, Ouais. et il a marqué Saint-Félicien, et il y a un petit bout d'os. Voilà. Et ça doit exister toujours à la J'espère qu'il a été bien préservé avec tous les travaux. Là, donc voilà, Saint-Félicien, a priori, même si sa relique a peut-être été dispersée pour des tas de raisons, comme la relique, il y a toujours un morceau qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait Saint-Félicien? J'en sais rien. Alors que moi, voilà, je suis dans le temporel, je ne suis pas dans le spirituel. Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez la réponse. Bon, c'est un contemporain de Sainte-Foy. C'est un des tout premiers saints, c'est un des plus anciens. Sainte-Foy, c'est le 4e siècle, Jean. Alors je sais pas, c'est Saint-Félicien, mais j'avoue que je ne connais pas trop l'histoire. Moi j'ai cherché, j'ai fait des recherches rapides. Saint-Félicien, on en trouve deux. Bon, il y en a un qui n'a pas l'air de coller du tout, et puis l'autre, apparemment, il serait plutôt en Normandie. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Pour moi, c'est un grand mystère, Saint-Félicien, je ne sais pas. Voilà. Par contre, voilà, je vous ai préparé la carte parce que je vais vous faire tous mes commentaires maintenant sur la carte, puisque l'objectif c'est, maintenant qu'on sait qu'Exupère est à Toulouse et que Saint-Félicien il reste un tout petit bout à Exigec, c'est où était l'église Saint-Martin. Alors là aussi, Sylvie Farrell a apporté des éléments très intéressants. Donc Sylvie Farrell, je vous le rappelle, tous les ans, elle vient avec ses étudiants, elle leur fait faire un tour du village, elle leur fait passer un orage dans le village, et chaque fois que je peux, moi je squatte, parce qu'on obtient des tas d'informations intéressantes. Alors déjà, la forme du village. Je vous montre ça parce que j'ai écrit un article dedans, où j'explique tout ce qui concerne le XIIIe siècle. Le texte de l'article, c'est ici Jacques n'est pas une bastide. Pourquoi? Parce que le XIIIe siècle, dans tout ce bazar, vous le savez, ici Jacques n'a rien d'une bastide, mais c'est la période où se développent les bastides. Les bastides ont créé de toutes pièces une ville, on fait une place centrale, des rues bien parallèles, bien perpendiculaires, rien à voir avec ce bazar. Et par contre, bon, on a quelques informations. Ce qu'on croyait être un temple, là, dans la rue des Petites Boucheries, Sylvie Farrell, elle a tué le mythe en 3 secondes. Elle a dit, vous voyez, le petit anneau pour accrocher les chevaux, quand on venait au commerce, en bas il y avait la chambre froide, en haut des escaliers, il y avait le magasin, le commerce. Rue des Petites Boucheries, elle nous dit c'était peut-être une boucherie. Voilà, principe de parcimonie. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de parcimonie. C'est un moine franciscain qui s'appelait Guillaume de Cam qui l'a posé, donc on l'appelle aussi le rasoir de Cam. L'idée c'est que toute chose étant égale, l'explication la plus simple est probablement la meilleure.
Donc pourquoi imaginer que c'est un temple alors qu'on n'a aucun élément, alors que dans la structure du bâtiment, on a tout qui nous dit que c'est une échoppe. Surtout les fruits et légumes gravés sur la porte. Voilà. Donc pas de temple ici, c'était un commerce, et il se trouve que la maison de la saucisse en est un parfait exemple. Elle est quasiment identique, on en a un autre ici, rue Saint-Cybard, caché là, avec le même principe, la même structure. Toujours les informations de Sylvie Farvel, je ne les invente pas, moi je ne suis pas historien. La rue de Boustal, elle nous a décrit ça comme un lotissement médiéval, daté du XIIIe siècle. Pourquoi au XIIIe siècle? Parce qu'au XIIIe siècle, c'est l'expansion, c'est une période vaste, on construit, et donc là où il y a de la place, ben on construit. Puis alors, il y a des petites anecdotes aussi qui sont croustillantes. Là, la maison qui est ici, quand M. Chauvet l'a acheté dans les années 60 et qu'il a fait des travaux de rénovation, en grattant le mur, il y a un sac de pièces qui est tombé, des pièces de monnaie. Et les pièces de monnaie, elles étaient en circulation, je vous le donne en mille, au XIIIe siècle. Alors, vous connaissez la tradition, on construit une maison, on cache quelque chose dedans. Voilà, un petit sac de pièces. Donc, XIIIe siècle ici, XIIIe siècle ici, XIIIe siècle ici, ici. Toute cette zone-là, ça a été construit au XIIIe. Par contre, là, il n'y a rien qui vienne éclairer quoi que ce soit. C'est un sac à bazar là-dedans. Alors j'ai la chance d'avoir fait des études en aménagement du territoire. Avant de faire de la mise en page de livres, j'étais à l'UFR Espace et Culture de Nice, où j'étudiais l'infographie en aménagement du territoire. Alors le principe de la création d'une cité, en général c'est un carrefour. Je vais vous citer un exemple simple, le Moulay-de-Gué. On a un pont, un passage, en l'occurrence la voie romaine apparemment passée par là, donc c'était au départ le passage à Gué. C'est devenu un pont. Alors, en face, il y a la montagne, donc le village se développe en fonction des contraintes géographiques. Là, pour le coup, il s'étale en long, il n'y a pas le choix. Donc, un carrefour, là, il faudrait, là aussi, que je vous explique, que je revienne à la période du haut médiéval, mais ici, Jacques, si on regarde surtout, alors, Jean-Paul, il fait du super boulot. L'idée de mettre en vis-à-vis le plan cadastral actuel et la carte Napoléon, ça nous apprend énormément de choses, ce document. Parce que route de Cassionnès, là, il y avait une maison, on ne passait pas. Et puis la route d'Aimé n'existe pas, la route de Bergerac n'existe pas, la route de Beaumont n'existe pas, la route de Villeral n'existe pas. Bon, par contre, on a bien 3 portes, ici, ici et ici. On passait dessous. Alors on pouvait passer dessous, mais dans la mesure où il n'y avait vraiment pas de route en face, aucun intérêt, quoi. Non, mais à la route de Cassionnès, on voit très bien les maisons, les 2 maisons qui sont dans le village. Sur les traces de cheminée sont en hauteur. Il y avait certainement une maison au-dessus. Voilà, on peut spéculer là-dessus, mais effectivement, c'est une hypothèse. Parce que la rue, forcément, sinon c'était un cul-de-sac. Oui. Alors par contre, la route, elle, j'ai aucun doute possible, elle n'existait pas. Oui, que la route n'existe pas, voilà. Mais qu'il y ait une porte, c'est Oui, tout à fait. Quand on a creusé le passage des sorcières, on s'est vraiment posé la question de savoir si c'était une porte. Et quand je dis on, c'est le technicien de la DRAC que j'ai fait venir. Qui m'a dit, ça ressemble beaucoup à une porte. Avec Jean-Paul, à l'époque, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi ce mur? Est-ce que ça pourrait? Et lui nous a dit, oui, l'hypothèse, elle tient la route. Et puis c'est sensiblement en face de la partie sud. Donc peut-être que ça circulait par là, mais il y a longtemps, puisque sur le plan Napoléon, cette zone-là est déjà un espace vert. Mais là, on est dans l'hypothèse. Toujours le problème du principe de parcimonie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas? Quand on regarde les routes, la route de Bergerac, c'est une construction moderne. La route de Moulay-de-Gué, au niveau du cimetière, vous voyez bien que ça a été creusé dans le sol avec des techniques assez récentes. La route en elle-même, si on regarde la carte de Cassini, elle partait en fourche, côté gendarmerie, côté voie romaine, et on avait surtout les chemins en hauteur qui permettaient d'éviter de mettre les pieds dans le marais.
parce que la zone au nord du village reste une zone très humide. Alors 3 portes et 3 directions. Première direction le nord, donc vers Périgueux, vers Limoges, et donc potentiellement via Trémoula et Pona, ça serait logique. À l'est, c'est plus pour aller vers Agen. Agen et Cahors. Et ça reste toujours un axe d'Agen et Cahors, par là, mais surtout Agen. Et à l'ouest, on suit la Banèche pour arriver au niveau de la vallée du Drô et on continue vers Marmande. Et notamment, si on va chercher à la période de la guerre des Gaules, vers le territoire des Sotiates. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, une construction avec ces 3 portes, un carrefour en T, inversé. Et on voit ici des axes de circulation. Ici. Et ici, on a même une fourche à l'intérieur. Cette fourche est intéressante parce qu'elle nous montre que si cette zone est la plus ancienne, quand on arrivait de l'Est, on se dirigeait soit vers l'intérieur par ici, soit vers l'intérieur par cette porte-là, soit on remontait par le nord, par là, soit par le sud, par là. Donc le cheminement est tout à fait cohérent. Et toute cette structure-là est cohérente aussi. Alors là, par contre, il y a un creux qui est quand même intriguant. Et quand on a ouvert le passage ici de la baleine, on se posait la question de savoir si on allait tomber sur le mur d'enceinte ici. Pas du tout. On l'a trouvé là. On l'a trouvé au bord du bief. Alors ça, c'est pas très cohérent. Sauf si on considère que cette zone a été construite et que le chemin ici était beaucoup plus en cercle qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ce bief-là avait sans doute une forme un peu plus arrondie et est venu se rapprocher au fil du temps. Ça, on est dans l'hypothèse, hein, comme je vous disais. Mais on a une structure qui est cohérente. Alors après, voilà, on a cerné la zone du haut médiéval, ici. L'hypothèse la plus probable, la plus cohérente. Par contre, des histoires de chapelles, on n'en a que 2. Dans le village, on a la place de la Capelle ici. Et puis, on a ici une ancienne chapelle. En tout cas, c'est ce qui se dit dans le village. Je ne parle pas de la prévôté qui est là, je parle de la maison qui est là. Et là aussi, Sylvie Faravel, elle n'a pas écho des traditions dans ici en tout cas. Elle, un jour avec ses étudiants, elle s'est plantée là, je croyais qu'elle allait faire des commentaires sur la prévôté qui est là, pas du tout. Elle s'est retournée, elle leur a dit, regardez cette maison-là. Parce qu'en bas, on a l'empreinte d'une ancienne chapelle, et la maison a beaucoup évolué, et puis elle nous a dit, là, à cet endroit-là, c'est soit un donjon, soit un clocher. Alors là, mystère. Moi, quand j'ai recoupé tout ça, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être cette fameuse église Saint-Martin, qui aurait pu se situer là. On a la place Saint-Félicien juste à côté. Comment ça se fait que la place Saint-Félicien ne soit pas au pied de l'église Saint-Félicien? Ça serait quand même beaucoup plus rationnel. Non, elle est là. Juste à côté de la fameuse maison où on dit qu'il y a une ancienne chapelle. Là aussi, ça vient renforcer l'hypothèse que il est logique qu'on ait donné le nom de la place Saint-Félicien à l'espace qui s'est ouvert devant l'église. Parce que quand on regarde cette place, c'est pas vraiment une place, hein, c'était une maison avec à l'intérieur un puits. Alors, est-ce que c'est cette maison avec ce puits qui était l'ancienne chapelle, enfin, ou l'ancienne église, ou est-ce que c'est cette maison-là? La question est ouverte parce que la fontaine, là, en dessous, il y a une salle goûter. Est-ce qu'on situe le monastère des Bénédictins à Issy-Jacques? Parce qu'il devait avoir une chapelle. Mais justement, les Bénédictins ont une chapelle. C'est la grande inconnue, c'est qu'on a très peu d'éléments ici, mais par contre, voilà, on a cette place, on a cette maison qui abrite une chapelle, mais est-ce que
sur cette place, il n'y avait pas justement un bâtiment annexe ou autre, etc., ou le bâtiment principal. Mystère absolu. Là, il faut refaire venir les archéologues, aller creuser. On n'a pas la clé, hein, je ne sais pas où elle est de la trappe pour rentrer dans la salle qui est en dessous de cette pompe. Et qui a vu cette salle? Mon père. Quand il était gamin, il me dit, en dessous, il y a une salle voûtée, je sais qu'elle existe, elle va vers le sud. Et voilà, donc c'est aussi des éléments comme ça, de témoignages oraux qu'on récupère et qui viennent approfondir les éléments. Et alors j'avais quand même pas mal de doutes. Et puis je vous ai dit tout à l'heure, je suis allé faire un tour à Reims au mois de décembre dernier. Et Patrick Desmouilles a commencé sa visite en parlant des coulisses, donc du début de la période mérovingienne, et il nous a expliqué, voilà, la cathédrale de Reims a été construite sur des termes romains. Pourquoi? Parce que les termes romains, il fallait baptiser. Au moment de la christianisation, il fallait absolument baptiser un maximum de fidèles, donc il fallait de l'eau. Il fallait beaucoup d'eau. Et là, je lui ai dit, mais là, ici, Jacques, on se pose des questions sur une église, Saint-Martin. Alors Saint-Martin, patronyme très courant dans la période médiévale, qu'on a du mal à localiser, mais par contre, l'endroit auquel on pense, il y a une source qui coule en abondance, tout le temps, toute l'année. Mais personne ne la voit. Tout à l'heure, je parlais de bouche d'égout, de grille d'évacuation d'eau pluviale, c'est pas pour rien. Parce que moi, ça fait un petit moment que je m'amuse à expliquer aux gens que ici, là, c'est bizarre, là je vous ai montré quoi? C'était cette maison là, que je vous ai montré tout à l'heure, je ne me suis pas trompé, je ne suis pas planté, je peux leur m'être trompé. Ici, juste là, l'ancien maire, M. Boss, m'a expliqué qu'il y avait de gros problèmes d'humidité, parce qu'il y avait une source qui coulait tout le temps. Oui. Et qu'il a fallu la capter pour la faire passer dans l'écoulement d'eau pluviale, qui passe par là, par là, par là, par là, par là, et alors là, vous pouvez voir, sur le tour de ville, il y a de l'eau qui coule tout le temps, toute l'année. Et si vous venez là, regardez dans les deux grilles d'évacuation d'eau pluviale, il y en a une qui est du côté de la place Saint-Félicien, en été, elle est sèche, celle qui est juste à côté, à 1 mètre à peine. Il y a de l'eau qui coule tout le temps. Et cette eau, elle vient de là. Donc l'idée que l'église Saint-Martin a été construite sur des termes, les termes romains on les avait, mais ils étaient immenses, on ne sait pas jusqu'où ils allaient. On sait qu'ici on avait des chambres eau froide, des pièces à eau froide, ici aussi, ici aussi, là, le système à eau chaude était là, le système hypocauste au niveau de l'église. Donc on avait toute cette zone-là, c'est avéré, ici on a des salles avec du marbre blanc. Quand j'en ai parlé aux archéologues qui étaient à Périgueux, ils m'ont dit du marbre blanc sur des murs. Au sol, oui, mais sur des murs, ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Et donc on a ces termes-là. À ce niveau-là, on ne sait pas trop. Ça a été reconstruit, les mérovingiens se sont installés là. Récemment, c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Sébastien Langlais a commencé à faire des travaux ici. Là, dans ce coin-là, il a creusé parce qu'il veut faire une cave sous sa cuisine. Parce que la cuisine est un peu plus haut que le reste. Donc il a gratté, il a fait une belle troupe de 2 mètres de haut. Tout en bas, on a le sol. Au bout de 5, 10, 15 cm, on a une belle épaisseur de cramé qui correspond probablement à la période où il y a eu la destruction par les Visigoths des termes romains. On a encore 1,50 m de terre et à nouveau une couche de cramé qui correspond très certainement à la période médiévale avec les guerres. Alors, est-ce que c'est l'incendie par le comte de Bergerac? C'est assez probable, ça serait logique. Hein. On arrive par Bergerac, on tombe sur le bâtiment, on va le détruire en premier. Donc ça serait logique qu'il y ait cette couche de cendres à ce niveau-là. Donc voilà, une période cohérente d'incendie à la fin de la période gallo-romaine, une période cohérente d'incendie beaucoup plus haut à la période médiévale. Ici, on a énormément de tombes mérovingiennes. On en retrouve aussi quelque part par là. Par contre, les tombes qu'on a là sont beaucoup plus récentes. Et ce qui est intéressant, c'est
lors des travaux du Tout-à-l'égout, c'est que les archéologues ont daté les fondations de l'église Saint-Félicien. Et ils ont daté du XIe siècle. Alors là, ça tombe bien. Ça colle. C'est-à-dire qu'en 1008, on a le rotulifère qui passe, qui constate la présence de Saint-Félicien et Saint-Exupère, merci. Saint-Exupère, à la fin du XIe, repart à Toulouse. Saint-Félicien, lui, il n'est pas allé bien loin, hein, il est passé de là à là. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour de la question. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que l'église Saint-Martin se trouvait par là. Maintenant, je ne parierai pas sur le fait qu'elle était là ou là, et qu'il était le roi du bâtiment là ou celui-là. Là, c'est un grand mystère. Alors, quant à la maison dont tu parles, elle a appartenu à la famille Audouin de 1920 Alors, jusqu'à ce qu'on l'ait rendu après le décès d'Alice. la semaine dernière, Oui. M. Feuille m'a amené ça. C'est qui? Monsieur Feuille, c'est un éditeur qui est à la Linde, qui a envie d'écrire un livre sur les Syriaques. Il m'a amené une bouteille de limonade Nicodie. Ah oui. ça c'est connu. Et sauf erreur de ma part, ils étaient là. Non. Ils étaient pas là. Dans Pierrot Jeunesse, avec son garage, il avait un entrepôt où il déposait tous ses consignes, toutes les bouteilles, puisque les bouteilles circulaient, donc on ne les jetait pas. Oui. Elles étaient vidées, une fois lavées, remplies, et des bouteilles comme ça avec la petite bille, enfin elles sont un peu plus. Alors je me demandais si c'était un lien où il produisait ces limonades. Mais par plusieurs, on faisait des limonades. Alors, non, Pierrot Jeunesse avait pris la suite de Nicodie, mais Pierrot Jeunesse, lui, était simplement des Son grand-père, son père déjà. Son père, déjà. oui, son père, oui. Oui, son père. Oui, en bas, il y avait la limonade. Place Saint-Félicien, il y avait déjà son appareil à faire la limonade. Voilà. Il est peut-être encore. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore. Et moi, ma grande question, c'est de me dire, est-ce que c'est la même source qui a servi à faire de la limonade avant, bien après avoir servi pour les baptêmes? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est de la limonade. Je ne sais pas où Nicodie. Ça Je ne m'intéresse. sais pas où Nicodie faisait sa limonade, mais des bouteilles qui étaient marquées Nicodie, Pierrot Oui. Jeunesse en avait Il en avait récupéré. récupéré. Donc, moi, la coïncidence m'a amusé de me dire, mais effectivement, tiens, il me semble bien que c'était pas Saint-Félicien que se faisait la limonade, entre autres. Alors, il y a non, est-ce que tu es passé dans le coin? Si tu veux, on pourra y passer. Il y a un endroit sous la maison, je crois qu'Alice, une fois, m'a dit, il y a une source, quand on a fait le tout à l'égout, il y avait de l'eau qui coulait. C'est ça. Et il y a un endroit entre le mur et la rigole, et l'entrée dans... Il y a un tuyau qui passe, on ne sait pas d'où il vient, c'est pas un tuyau usé. Il y a un tuyau qui passe et qui s'enfonce, qui va certainement vers le réseau des eaux pluviales. Voilà, c'est Donc tout. il y avait une captation qui existait, qui a été enterrée plus ou moins. Certainement. Mais voilà, le mystère est là. Mais la maison existait déjà bien avant. Ben oui, bien sûr, parce que quand on regarde la structure des maisons, effectivement, il y a plusieurs époques différentes, avec plusieurs modifications différentes. Il est extrêmement difficile de savoir Parce quelle est que l'évolution de ce bâtiment. la maison qui est juste au-dessus, quand on laquelle est accolée, où habite aujourd'hui monsieur et madame Lisée, Madame est plus ancienne. Ah oui, voilà, elle est là-bas. Voilà. Oui, c'est cette partie-là dont je parlais. Parce que c'est vrai que sur le plan, là, on voit un bloc complet, mais on a au moins 4 bâtiments à agréger entre eux. Et là, on a Donc il y a vraiment plusieurs étapes. pas l'équivalent de la rue de Clovis. La rue de Clovis, elle est là. Elle est un peu disproportionnée ici. Voilà. Sauf la base, peut-être. Mais on a effectivement ici voilà, un bâtiment qui a été modifié à plusieurs reprises avec plusieurs époques, Certainement. qui est le plus ancien et donc dont on a certainement quelques murs qui sont Avec contemporains de la période de l'église Saint-Martin. Il y a de fortes déclivités à cet endroit. Oui. Oui. Et donc c'est au pied de ce pâté de maison qu'il y a la captation que tu décris. Voilà. Voilà. En face de la maison de Douai, Des questions. il y a la poste, mais c'est une construction récente.
C'est récent. Oui, tout est relatif hein, dans le récent. Oui, je disais que des maisons, ça a énormément évolué. Oui. En face de la maison ouverte, dont Jacques parle, Oui. vous aviez l'ancienne poste. Oui. Ça n'existait pas avant 1800 ou 1862. Oh, bah, il y a beaucoup de bâtiments qui ont évolué dans Ça ce coin-là, qui ont c'est été une reconstruits. reconstruction qui n'a rien du style ici Jacquois et du style de son quartier, et si elle se trouve, il y avait un terrain vague à l'époque. Ouais. Ça a évolué dans le temps. Au 13e, tout était construit, c'est Alors, ce sûr. qui est étonnant, c'est que la poste est construite dans un endroit qui était humide. C'est vrai que c'est un peu Alors, pas aussi forcément, humide que ça, ou humide. pas forcément étonnant, parce que ici Jacques, sa force, de tout temps, ça a été d'avoir de l'eau. Oui, Il n'y avait pas l'eau Faire la courante, poste. mais à ici Jacques, elle y était, l'eau courante. Intramuros. oui, mais aller construire une maison sur un endroit qui est déjà connu comme étant humide, Oui. c'est un peu étonnant. Oui, alors en même temps, on est vraiment dans le vieux bourg, là. Quand on regarde, là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais entre la maison, les maisons de M. Boss et des cours ici, Court, oui. et la prévôté en face, on a quand même 80 cm de dénivelé, d'écart entre les seuils de maison, entre les sols. Donc là, on sait que cette date-là, les fondations sont du 15e, 80 cm en moins, ça fait quelques siècles en moins aussi. Donc on remonte dans la période, ça fait partie des éléments qui renforcent l'idée que cette zone-là était vraiment la zone qui était du haut médiéval. Voilà, là on a tellement d'éléments concordants, toujours le principe de parcimonie, pourquoi aller imaginer que c'est ailleurs, alors qu'on a tellement d'éléments qui nous poussent vers cet endroit-là. Oui, puis alors qui dit chevaux, dit il faut de l'eau. De l'eau, des réserves. L'eau, il y a le lavoir aussi de ce côté-là. Alors on a un lavoir ici, Oui, effectivement. le lavoir en contrebas. Donc là, ça fait partie effectivement des sources. Maintenant, en contrebas, à l'époque. Ah mais non, parce que le contrebas, tu as raison de dire ça. Là, la route est passée par ici, puisque cette route-là n'existait pas. Donc c'est pour ça que ce bâtiment est légèrement en biais. On a l'impression qu'il a été mal construit. Pas du tout, il est dans l'axe de la route. On arrivait par là. Et par là, ça donne envie de se dire qu'il y avait peut-être un réseau pour rentrer dans le village qui était différent hein, avant. Mais on rentrait comme ça. On avait une porte ici qui apparaît sur le plan Napoléon, mais qui a été détruite depuis. Et cette route-là qui est très élevée, tout comme cette zone-là qui est très élevée, n'existait pas sur le plan Napoléon. La partie nord de ce tour de ville n'existait pas. Donc c'est pas une référence, cet axe-là. Avec cette zone détruite-là, on peut imaginer qu'il y avait peut-être un chemin qui passait beaucoup plus au large. Ce petit cheminement existait là par rapport au bief qui était déjà en place au 19e. Mais là, par contre, le lavoir, si on voit ici le petit passage qui est quasiment en face de la rue de l'Ancienne Poste, ici, qui sort de la Prévôté, lui, il est déjà beaucoup plus bas. Et il donne à peu près au niveau des jardins qui sont là. C'est-à-dire que si on enlève la route, on se dit, bah avant c'était cohérent, on pouvait circuler à niveau à ce moment-là. Et la structure en elle-même du fossé défensif ici, là, il faut remonter à la période la plus ancienne, c'est-à-dire que avec tous les éléments que j'ai pu récupérer sur la guerre des Gaules, notamment la façon dont César construisait son camp romain à Bruges, juste avant que les troupes de Publius Crassus viennent pacifier l'Aquitaine, on avait une structure qui était exactement celle-là. Un cercle avec une barrière de pieux, barrière paliou, ça veut dire barrière de pieux, un terrain défensif, piégé, avec tout un tas de pièces de métal pour empêcher les soldats d'avancer, et un fossé qui était large d'environ 4 mètres, tant bien, c'est la bonne largeur, pour les chevaux, pour gêner les chevaux, la progression des chevaux. Et c'était la distance, ce fossé était à la distance de la portée d'une flèche. Donc les archers eux-mêmes avaient du mal à franchir le fossé. Et donc c'est un terrain défensif de la structure qui est décrite dans la guerre des Gaules. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Je raconterai tout ça quand j'aurai bien vérifié tout ça avec les historiens et avec les archéologues. Voilà. Je vous ai pas trop endormi, oui. Oui, pourquoi vous imaginez... Moi, je connaissais cette maison qui en effet, qui a des éléments d'architecture qui
qui rappelle une église, une chapelle. Mais tous les historiens qui ont parlé de l'église Saint-Félicien d'Issillac, celle-ci, disent qu'elle a été construite sur la base de l'ancienne. Oui. Et donc, elle a été construite au XVIe siècle, sur la base de l'ancienne, qui, elle, est datée par les archéologues du XIe. Oui. Des fondations. Mais Voilà. pourquoi ça ne serait pas Saint-Martin qui serait... Ben non, parce que déjà là? Saint-Martin existait au début du XIe. Oui, mais Et là aussi, c'est toujours la logique. C'est-à-dire c'est que au niveau du 11e, et puisque... si on regarde l'évolution des églises, c'est Oui. dans le courant du XIe, celle dont on parlait de Saint-Cernin, la basilique Saint-Cernin, Oui. c'est à la fin du XIe qu'elle est construite, et c'est à la fin du XIe que la relique, elle repart à Toulouse. Et donc nous, on a une église qui s'appelle Saint-Félicien, alors qu'on avait une église Saint-Martin qui avait les reliques de Saint-Félicien. Et on a des fondations qui datent du XIe. Donc, pourquoi créer une église Saint-Martin pour y mettre des reliques Saint-Félicien pour ensuite la renommer Saint-Félicien, alors qu'il est beaucoup plus logique de considérer qu'on avait cette église Saint-Martin, déjà parce que c'est un patronyme très utilisé dans le haut médiéval, et que là on sort de la période du haut médiéval, et qu'on ne va pas remettre un Saint-Martin à ce moment-là. C'est pas pertinent d'appeler une église Saint-Martin au XIe. Je crois qu'il serait intéressant de se pencher un peu plus sur qui est Saint-Félicien. Ça, alors là, volontiers, parce que Moi, je dis ça de mémoire, hein, mais il me semble que c'est un contemporain ou disciple, je ne sais pas, de Sainte-Foy qui était à Agen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Sainte-Foy d'Agen. Les reliques de Sainte-Foy étaient à Agen. Ça faisait l'objet déjà d'un pèlerinage à Agen. Jusqu'à ce que une équipe de moines, on va dire une équipe de moines, pour ne pas dire une équipe de voleurs, qui était à Conques, sont allés prendre les reliques de Sainte-Foy à Agen pour les transporter à Conques. Conques, magnifique, a pris le trésor qui était à Agen, l'a volé. Vraiment volé, et de nuit, ils l'ont volé. Et finalement, c'est resté à Conques. Ça fait le bonheur de Conques, la richesse de Conques, on peut dire, puisque cette abbaye a été extrêmement enrichie de dons à cause de ses reliques. Et Agen n'a pas de monastère, elle a d'autres atouts sans doute, mais a perdu, je dirais, ses reliques. Donc, ça a aussi évolué, quand on dit évolué, je ne sais pas si c'est évolué ou régressé, mais je dirais qu'il y a eu des modifications extrêmement importantes. Alors, les reliques, elles faisaient l'objet de donc de trafic, on va dire. Surtout au XIe, on a l'exemple de Cadouin. Ils ont ramené la relique, ils ont construit. Bon, voilà, Cadouin, la construction, elle est du début du XIe, et ils sont allés tout de suite chercher une relique prestigieuse. Le Sieur du Christ, c'était pas rien. Et c'est l'épouse de Louis XI qui a créé l'abbaye de Cadouin. C'est plus tard, c'est pas au XIe siècle. C'est pas XIe. Ah non, XIIe, pardon. C'est l'épouse de Louis XI. Alors c'est. Ah non, ça existait avant. Moi, je dirais 1130, Cadouin. L'abbaye de Cadouin. Moi, je vais en 119. L'abbaye de Alors, Cadouin. d'accord. L'abbaye de Cadouin, c'est. Non, c'est Non, non, mais c'est ça. Parce Il me semble que que c'est on a le cartulaire de Cadouin qui est passionnant parce que c'est sur les terres qui appartenaient donc à l'abbaye qui a été construite dans le Pasier, etc. Mais donc le cartulaire est date effectivement du XIIe siècle. Le cartulaire, c'est l'ensemble des chartes qui justifient que l'abbaye doit percevoir des droits tel et tel endroit. On a évidemment le seul cartulaire de Conques. Et toutes les 7 fois de France sont effectivement marquées sur ce cartulaire. En revanche, tout ce que vous avez raconté sur le Dol, alors effectivement, c'était des brigands de grand chemin, ces moines. Ce qui comptait, c'était effectivement attirer les pèlerins. Plus il y avait de pèlerins, et bien, bien sûr, plus il y avait d'argent qui arrivait. Alors, Harold Disijac, on parlait de la rue de l'Ancienne Poste, il faut comprendre Poste par relais, puisque tout à l'heure, on parlait de la trajectoire donc, de ce rotulifère. Le fait que sa trajectoire passe de Périgueux à Pona et Trémolin pour ensuite venir à Disijac, pour ensuite aller à Aix, pour ensuite continuer son chemin, on est sur la logique classique d'un parcours.
à étapes. Alors, cette distance-là correspond à 2 heures à cheval, ça correspond à une journée à pied. Une grosse journée à pied. Donc, effectivement, c'était l'étape idéale. Et donc, ici, Jacques, de tout temps, pendant ces 2 millénaires, a été une étape normale pour les voyageurs. D'où sans doute une partie de l'explication de la présence de termes importants ici, Jacques. C'était une ville-étape. Et les termes avaient un rôle assez prestigieux. Là, l'explication du prestige, c'est un autre sujet que j'espère valider dans quelques temps. Voilà. Ouais, voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire surtout, c'est... Oui, pardon. Si votre messager, qui vient de Barcelone, je ne sais où, De Ripoll. est allé à Périgueux, puis à Ponant, et puis à Issy-Jacques, ce n'est pas simplement parce qu'il y avait une chapelle à Issy-Jacques. Ah non. Ça suppose un ensemble conventuel un peu important. Oui. Un ensemble conventuel un peu important, même si ça fait un peu plus de 1000 ans qu'il est tombé, il doit y avoir des traces un peu autrement qu'une chapelle. Alors l'inconvénient d'ici, Jacques, c'est que ça a été construit, Oui, c'est reconstruit, et la fonction de cette chapelle a disparu à un moment donné. C'est pas des chapelles, c'est un ensemble monastique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une chapelle. Mais la tradition orale nous rapporte la présence d'une chapelle, donc on peut considérer que cette église a été déclassée en chapelle pour ensuite être complètement déclassée en maison de prière. Ça, c'est l'évolution descendante, parce que quand on regarde l'église Saint-Félicien, pourquoi se préoccuper d'une petite église ancienne, qui commençait sans doute un peu à battre de l'aile dans sa structure, alors qu'on avait une église monumentale de la taille quasiment d'une cathédrale. Mais je comprends la question de Maurice. Il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de mention, parce que même des tout petits villages, on a des mentions dans d'autres abbayes, sur des cartulaires, etc. Et là, il n'y a pas de mention effectivement, à part le rotulifer. Voilà. Mais c'est déjà très important. C'est ça l'essentiel en fait. Dans le travail de collecte de Jean-Paul, on avait une faille à ce niveau-là parce qu'on n'avait pas cette information. Mais cette petite ligne de texte nous apporte énormément d'informations. La présence de cette église baptisée Saint-Martin, la présence de ces reliques importantes, la trajectoire de ce rouleau, tout ça nous apporte des éléments qui viennent conforter le reste. C'est-à-dire que cette trajectoire de la voie romaine, elle est confortée par le parcours. Cette trajectoire Périgueux, Ponat, Trémola, Issy-Jacques, Aix. Quand on parle aux archéologues d'Aix, ils considèrent évidemment Issy-Jacques comme un point important. Après, il y avait différents débats sur le passage de la voie romaine qui a été tranché récemment. Certains voulaient la faire passer à la Linde. Ce que je veux dire, c'est que les prieurés où s'arrête votre porte-rouleau. Oui. Ponant, c'est une énorme église. Oui, du 11e, oui. Pinot-sur-Lot, comment on veut le savoir. C'est un énorme monastère. Périgueux, je ne sais trop ce qu'il y avait à l'époque. Limeuil, c'est aussi un gros prieuré. Et si ce personnage s'arrête un petit peu partout, c'est parce qu'il y a des frères des prieurés en dépendance de son abbaye de Ripoll, et c'est sûrement, je veux dire, c'est sûrement un ensemble important. On doit trouver autre chose qu'une petite chapelle. Oui, je vous dis, la chapelle, c'est l'héritage oral qui nous dit qu'il y a une chapelle. Mais on peut très franchement penser que c'était bien plus important. C'était le bâtiment principal qui était au cœur du village. Hein. C'est pas un bâtiment annexe. Hein. Si on regarde cette boucle-là, Le village est construit. dans la zone construite, c'est en plein milieu. Hein. Regardez, si on arrive par là, on tombe dessus. Si on arrive par là, on tombe dessus. Tout à fait. Et si on arrive par là, on tombe dessus aussi. Est-ce qu'il y avait un monastère, des monastères? C'était une ville monastique. Oui, Mais au XIIIe siècle, après c'est tombé. au XIIIe siècle, on le sait qu'il y a un monastère. Alors, où Et qui après été rattaché à Sarlat, c'est qu'il y a déjà un monastère. Au XIIIe siècle, il y a des documents qui disent que le monastère d'Issy-Jacques est rattaché à Sarlat. Il a été rattaché. Connu. Oui, il a été rattaché. Ça, Jean-Paul a. Donc il a existé.
Voilà, si les terrains Oui, de bien jeu sûr. pouvaient exister. Mais parce Par que contre, en effet, on n'a pas il y avait une richesse à Issijac qui était convoitée. C'est pas pour rien que le village s'est fait attaquer par. Mais pourquoi sur la route des Mails, il y a le champ des chanoines? Oui, ça c'est une question. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une Mais place parce de que la les Capelle? chanoines avaient le droit d'avoir, avec, bien sûr, vous pouvez avoir un champ. La place de la Capelle, c'est un mystère absolu, Issijac. Pourquoi la place de la Capelle? Où? S'il y a une place de la Capelle, il doit y avoir quelque chose à proximité, mais où? Ben, il y avait l'hôpital. Alors c'est vrai. Voilà, il y avait l'hôpital. Ah ouais, alors on travaille dessus avec Michel pour changer un peu la formule. Alors, l'hôpital, pour les gens qui ne sont pas anciens ici jacquois, Oui. moi je dis, je m'excuse, je suis en retard de quelques dizaines d'années, la pharmacie, je ne sais plus le nom actuellement, je dirais pour les anciens ici jacquois, des tilleuls. La pharmacie des tilleuls, une partie du garage du Puy, jusqu'à chez le caviste, je ne sais pas comment Mais l'ancien voilà. l'ancien presbytère. L'ancien presbytère, ce qui a été à un moment l'ancien Oui, presbytère. tout à fait. Tout ça, c'était certainement à un moment l'hôpital d'Issijac. Voilà. Et quand Oui, on tout dit à fait. l'hôpital, il faut savoir ce que c'est qu'un Là, hôpital. de toute façon, on avait les deux bâtiments qui étaient très probablement reliés, en tout cas, c'est dans les hypothèses mises par la DRAC. Oui, c'est Ah là, c'est le c'est l'hôpital. On avait une Vraiment, zone c'est fermée. l'hôpital. On avait une zone fermée ici, et ici, on Voilà, trouve voilà, l'ancien couvent, l'hôpital, L'hôpital qui a été etc. Mais avec construit après. alors, on en parlait donc avec Michel Latin parce que on est en train de revoir la formule des soirées des ménestrels pour cet été, et l'idée cette fois-ci, c'est de faire des petites scénettes pendant le parcours. Et on est en train de travailler, en tout cas Michel il travaille, à vous raconter une histoire qui est en phase avec cette histoire de l'hôpital. Justement, raconter cette période où, à la fin du 19e, je vais mélanger pinceau, à la fin du 19e, l'État veut nationaliser les services sociaux. D'ailleurs, le maire ce soir est à l'AG du SIAS, ça tombe bien. Et comment, en Dordogne, on va hériter de traces historiques grâce à, entre guillemets, grâce à cette réforme, ou à cause de cette réforme, dans la mesure où les autorités ecclésiastiques vont demander un audit, en quelque sorte, et vont répertorier l'histoire de ces hospices, de ces hôpitaux, etc. Et du coup, on a une trace écrite, grâce à ça, de ce qui a pu exister à Issijac. Maintenant, d'après moi, ce que vous appelez l'hôpital, c'était une maison de retraite des sœurs de Sainte-Marthe, Oui. qui sont restées longtemps, Ouais. et c'est relativement récent. D'après moi, c'est juste après 1800. Et c'est les sœurs de Sainte-Marthe qui ont créé cet hôpital ou maison de retraite. Alors, il me semble que l'hôpital existait déjà. Ça existait avant. Dans L'hôpital les existait livres, avant. moi je ne l'ai pas trouvé. Hein. Alors, moi, j'ai trouvé une référence il n'y a pas si longtemps que ça, justement, puisqu'on se posait la question d'orienter Il y a quelque chose là-dessus, mais on voit Issijac, alors j'ai peur de dire une vitesse, mais il semble bien que c'est au 18e, hein, donc en amont de tout ça, avait déjà un hospice, hôpital, on l'appelle comme on veut, qui soignait les pauvres et les gens de voyage. Là encore, les gens de voyage, c'est pas anodin, ça nous apporte encore une pierre à l'édifice sur le fait qu'Issijac était vraiment un lieu de passage. Alors pourquoi ça ne l'est plus La nationale 21, Passage des pèlerinages. alors lieu de passage aussi. Mais aujourd'hui, la nationale 21, là aussi, aménagement du territoire, hein, elle passe par Bougnac et par Plaisance. On a un relais routier bizarrement à Plaisance. Mais la nationale est passée par Issijac avant. Elle passait via Cassionnel, ça passait par Issijac, et quand vous arrivez à Colombier, vous voyez bien qu'il y a une grosse fourche, la route a tiré tout droit. Donc quand vous arrivez de Bergerac et que vous allez vers Issijac, à l'ancienne cure, tout droit, la route elle vous amène à Issijac. Et vous continuez, et vous allez via Montflanquin, etc., vers l'itinéraire Miss actuel, vous vous retrouvez à Aïs, et puis direction Agen, etc. Donc, Issijac a été protégé au XXe, ce que j'écrivais au début tout à l'heure, hein, de l'évolution du XXe siècle, parce qu'il est sorti des cartes. Vous voyez bien ce qui se passe quand on crée une autoroute, hein, le cœur de ville à Périgueux, c'est assez marquant en ce moment. Les sorties d'autoroute se construisent, se bétonnent à outrance, et le cœur de ville chute. Donc là, on est dans un schéma classique, tout à fait classique de aménagement du territoire. La nationale 21, elle a été déviée, Issijac, du coup,
a plongé. C'est protégée. naturel, c'est normal. Et elle a été protégée. C'est le contraire, les poids lourds passent là-bas. Et donc, Voilà. Donc ça a protégé notre patrimoine, ça a évité des constructions comme la jolie maison qui est juste à côté de la mairie, qui ne se ferait plus aujourd'hui, heureusement. Et voilà. Bien. Alors simplement, je me permets de dire, bon, pour les sœurs de Sainte-Marthe, Ouais. c'est pas si vieux que ça, parce que Oui, tout à je crois que ça a été vendu en 1935, hein, c'est pas 1800, mais 1935, jusque-là les sœurs étaient là, et moi j'ai connu, et d'autres, peut-être dans cette salle, certainement, ma sœur notamment, mes sœurs notamment, ont connu une dame qui a été à l'école, parce qu'à un moment, les filles allaient à l'école à Sainte-Marthe. Enfin, les filles, il y avait déjà l'école communale, mais il y avait une école de filles par les sœurs de Sainte-Marthe. Moi, je me souviens très bien de Madame Maria, Anne Elisabeth Sylvienne, qui a été, elle, à l'école de Sainte-Marthe. Elle aurait quel âge On aura une possibilité à faire sur les écoles. Ici, c'est des Alors, écoute, moi j'ai fait ma maternelle dans cette pièce. Voilà. C'est simple à dire. Bon, il faut constater. Oui, non, mais t'entends, mais d'accord, mais c'est pas. Dans l'église, j'avais une plaque, je sais pas si elle est toujours, en reconnaissance pour une religieuse qui avait fait énormément. Et c'est une preuve. À droite, au fond, au premier pilier. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut parler du passé d'ici Jacques Oui, un petit mot. Oui. Vous me direz quand vous. Ben maintenant, pourquoi pas, c'est très bien, c'est parfait. Bon, Je sais que vous voulez faire une petite intervention. alors, il nous est arrivé quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque l'on regarde l'église ici Jacques, on se dit, tiens, c'est bizarre, cette église est faite en plusieurs fois. On a un roman, le clocher est roman, et derrière, nous sommes dans du gothique, ok ? Mais on regarde mieux encore, on va voir un mur, le mur de façade, et la tour qui monte. Et vous avez remarqué une chose amusante, la tour est à 8 pans, et le clocher est à 8 pans. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait à quoi correspondent les clochers octogonaux ? Oui, enfin. 8, c'est le symbole de l'infini. C'est pas exactement ça, parce que nous sommes au XIIIe siècle et nous sommes en train d'avoir des repères visuels. Il faut savoir qu'il y a une chose très étrange qui s'est passée. Nous avons la Banège. La Banège est une route au Moyen-Âge. On suit le bord de la Banège avec des carrioles et on arrive sur Issy-Jacques. Et à Issy-Jacques, on trouve ce fameux clocher octogonal. Pourquoi ? Personne n'est au courant. Il se trouve que lors de l'enrichissement de certaines personnes, en faisant du trafic ou des échanges, poids pour poids, il se trouve que nous avons enrichi certaines personnes. Il ne faut pas le dire, parce que vous savez très bien que les Templiers ont été complètement décriés. Et c'est l'histoire des Templiers. Parce que octogonal, c'est le signe que avaient placé les Templiers de La Rochelle jusqu'à Sète. Vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. De La Rochelle à Sète, on avait besoin de se déplacer avec des chariots et on faisait à peu près 50 km dans la journée, 50-60 km. Donc, on s'arrêtait à des endroits sûrs, parce que ce que l'on transportait était quand même un peu délicat. Il faut reconnaître que transporter du minerai d'argent comme ça, c'est pas très sérieux. Vous allez me demander d'où il vient ce minerai d'argent. Pourquoi La Rochelle ? La Rochelle, c'est un port. S'il y a un port, c'est qu'il y a des bateaux.
ces bateaux arrivent à La Rochelle, d'où viennent-ils? Vous allez avoir une révolution dans votre tête, parce que nous ne sommes pas encore à Christophe Colomb. Alors on va se dire, comment se fait-il? Mais vous allez trouver d'autres indices. Si vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, vers le Mexique, vous allez découvrir des hommes avec des barbes assez grands, armés d'une façon tout à fait particulière, alors que les gens du Mexique sont imberbes. Comment faire de représenter des barbus, trapus, partout? Enfin bref, je vous laisse réfléchir. Et donc, cet argent est arrivé donc au port de La Rochelle, il fallait le transporter, et il y avait, en suivant les cours d'eau, parce que c'était la méthode avant pour les routes, on arrivait jusqu'à Issy-Jacques. Comment on arrivait à Issy-Jacques? On arrivait aux 9 pierres. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit des 9 pierres. Et les 9 pierres, c'était un arrêt. On se reposait, on donnait à boire et à manger aux chevaux. Et on avait repéré le clocher octogonal. Et donc on arrivait, on savait qu'on serait nourri, logé et protégé pour la nuit. Voilà pourquoi la partie avant de l'église d'Issy-Jacques, avec son cocher à 9 pans, est un signe de construction templière. C'est roman. Et regardez après, vous verrez, c'est gothique. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Un tout petit complément par rapport au clocher, puisqu'il en parle, le clocher est ici. Et vous savez tous que quand on est ici, on le voit très bien. Puisqu'on est dans cet axe-là, on voit très bien ce clocher. Je vous disais, on a probablement la partie du haut médiéval, et ici on a probablement le cheminement. Mais ce cheminement n'existait pas. Avant c'était celui-là, avec la périphérie de l'ancien village. Mais avant celui-là, on avait très probablement celui-là. Mais alors qu'ils sont rapprochés de la bannière. Alors, non, on rapproche plutôt du fossé qui va être l'élo de Bief. Enfin, on l'appelle le Bief aujourd'hui. Oui, mais il est là. Hein. Le cheminement, il est là, et il revient là. Et très probablement, ici, on avait un fossé équivalent. Là, il a été caché. On a vaguement préservé une empreinte ici en faisant les travaux du tour de ville. Mais le fossé était là. Et donc, si on avait un cheminement ici, ce qui est tout à fait pertinent, quand on arrivait par là, effectivement, on voyait le clocher de très loin. Ça va dans le sens de la période avant le développement du XIIIe siècle. Voilà. D'où l'emplacement de cette église à cet endroit-là, où elle est aujourd'hui, et pas au nord, au sud, ou à l'est ou à l'ouest. Enfin, elle est vraiment ici, légèrement au nord-est, alors qu'elle aurait très bien pu être construite dans toutes ces zones-là. Mais ici, elle était visible de très loin, on le sait depuis le vignoble. On la voit de très loin aussi quand on vient d'ici, mais on la voit aussi très loin par-dessus le village. Du chemin du moulin, on la voit depuis Monsieur Soulier. Depuis le chemin du moulin, on la voit aussi, tout à fait. Ouais. C'est marrant parce que ça est direct. On va dans le centre d'Issy-Jacques et c'est carrément sur le chemin. Voilà. Voilà, merci Emmanuel. Voilà, la suite, voilà. Dans la machine à remonter le temps. Ouais, alors on va remonter le temps. L'année prochaine. J'ai continué aussi. Une présentation bien bordée quand même. Sur le plan historique, sur le plan historique, on ne peut pas